La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Ici, on ne cherche pas à aller mieux à tout prix ni à devenir quelqu'un d'autre. On prend juste le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de ce qui vibre juste en nous. Moi, c'est Célie. J'explore les énergies, les cycles lunaires, ceux qui traversent, ceux qui résistent et ce qui demande à être compris plutôt que corrigé. Cet espace est un endroit pour souffler, pas pour performer et encore moins pour prouver quoi que ce soit. Tu es là, ici et maintenant, juste pour être toi. Alors bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la magie des énergies. Aujourd'hui, j'ouvre un espace un peu particulier, un espace sensible mais nécessaire, un espace qui ne cherche ni à choquer ni à accuser, mais à déposer une parole là où trop souvent il n'y en a pas eu. Cet épisode n'est pas un récit de faits, encore moins un déversement émotionnel. C'est une parole consciente, incarnée, née de ce que certaines expériences laissent en nous lorsque l'on a dû survivre avant de pouvoir réellement vivre. Si ce que je vais aborder résonne pour toi, je t'invite à écouter à ton rythme, à t'autoriser des pauses si nécessaire, à ne prendre que ce qui te fait du bien, car cette traversée n'est pas une injonction, c'est une invitation. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans certaines relations. Quelque chose dont on parle peu parce que de l'extérieur, tout semble aller bien. On apprend très vite à sourire, à dire que tout va bien, à rassurer l'entourage, parfois même à se convaincre soi-même que ce que l'on ressent n'est pas si grave, ou que l'on exagère peut-être et que cela va passer. Au début, tout est souvent merveilleux. Il y a de la douceur, de l'attention, de la présence, cette impression d'évidence, parfois même le sentiment d'avoir enfin trouvé un endroit où se poser et où l'on se sent vu, choisi et reconnu. Et c'est précisément pour cela que la bascule est si déstabilisante. Parce qu'elle ne se fait pas toujours dans le bruit, mais dans des glissements presque imperceptibles. Un mot qui pique là où il rassurait. Un regard qui juge là où il enveloppait. Une tension diffuse que l'on n'arrive pas encore à nommer, mais que le corps, lui, enregistre déjà. Le corps commence à parler avant nous, par des maux de ventre, des insomnies, une fatigue qui ne passe pas, une vigilance constante, comme si quelque chose devait toujours être surveillé. Ce ne sont pas des signes de fragilité, mais des signaux d'alerte. Des tentatives de protection, quand la parole n'a pas encore trouvé sa place. Devant les autres, la personne reste gentille, attentionnée, drôle, celle que l'on apprécie, que l'on admire, celle dont on dit qu'elle a l'air aimante et stable. Et puis il y a l'intimité, les portes qui se ferment, l'atmosphère qui change sans prévenir, comme si un interrupteur invisible avait été actionné. Sans même avoir eu le temps de dire ouf, quelque chose bascule. Les réactions deviennent imprévisibles, les mots blessants ou lourds de sens et de sous-entendus, les silences menaçants. Et peu à peu, une peur sourde s'installe dans le corps, bien avant que la tête ne comprenne réellement ce qui se joue. On commence alors à vivre dans l'anticipation, à mesurer ses paroles, à surveiller ses gestes, à s'adapter en permanence. Non pas par faiblesse, mais pour éviter la tempête. Et ce qui rend tout encore plus confus, c'est ce décalage permanent entre l'image publique et la réalité intime. Car lorsque l'on tente d'en parler, on nous renvoie souvent cette façade rassurante, jusqu'à nous faire douter de notre propre ressenti. Avec le temps, quelque chose d'encore plus insidieux peut s'installer. La normalisation. On commence à trouver des excuses,
à contextualiser, à se dire que c'est peut-être juste parce que c'est une mauvaise période, que la personne est fatiguée, stressée, ou même blessée elle aussi. Peu à peu, ce qui aurait dû alerter devient supportable. Ce qui aurait dû faire partir devient gérable. Et sans même s'en rendre compte, on déplace ses propres limites pour préserver un équilibre qui en réalité n'existe déjà plus. Ce glissement est dangereux non pas parce qu'il est volontaire, mais parce qu'il est progressif. Et lorsqu'on s'aperçoit que l'on vit dans un climat de peur ou de tension permanente, on se demande comment on a pu en arriver là, sans toujours se souvenir du moment précis où l'on a cessé de se respecter pour continuer à tenir. Déplacer ses limites ne se fait jamais consciemment. Cela se fait par amour, par espoir, par besoin de stabilité, parfois simplement pour tenir un jour de plus. Et il n'y a rien de honteux à cela, parce que s'adapter n'est pas consentir, c'est tenter de survivre dans un contexte qui nous dépasse. Lorsque ce type de relation se répète, la culpabilité finit par s'installer. Elle arrive doucement, presque naturellement, portée par des questions qui tournent en boucle et qui épuisent. Pourquoi moi ? Pourquoi encore ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris la première fois ? On finit par croire que si cela s'est reproduit, c'est que quelque chose en nous l'a permis. Comme si aimer, faire confiance ou espérer devenait une faute à corriger. On se reproche de ne pas être parti plus tôt, de ne pas avoir dit non plus fort, de ne pas avoir posé des limites plus claires, sans toujours voir que dans ces moments-là, on faisait déjà ce que l'on pouvait pour rester debout. La culpabilité donne l'illusion du contrôle, parce que se dire « c'est de ma faute » est parfois moins insupportable que d'accepter que quelqu'un ait consciemment franchi des limites. Mais cette culpabilité, ce n'est pas une vérité, c'est une conséquence. Et elle ne dit rien de la valeur de celle ou de celui qui la porte. Après la culpabilité vient souvent la honte, plus silencieuse encore, et bien plus isolante. Vous savez, la honte de sa vie, la honte de ce que l'on tolère, la honte de ce que l'on n'arrive pas à quitter ou à nommer. On a peur d'en parler autour de soi, peur d'être jugé, peur de ne pas être cru, peur qu'on minimise, ou alors même peur qu'on nous demande pourquoi on reste, ou alors pourquoi on n'a pas fait autrement. Alors on se tait, on cache, on minimise, non pas par manque de courage, mais parce que le silence semble parfois être la seule manière de survivre sans s'effondrer. Il y a dans cette situation une solitude très particulière, une solitude intérieure qui ne vient pas forcément de l'absence des autres, mais du fait de ne plus pouvoir être pleinement soi-même, comme si une partie de soi restait en retrait, en observation permanente. Cette solitude pèse, elle enferme, et plus elle prend de la place, plus la violence peut continuer d'exister à l'abri des regards. Même lorsque la relation s'arrête, même lorsque la tête sait que c'est terminé, le corps, lui, ne sait pas toujours que le danger est passé. Il reste en alerte. Le sommeil devient léger, le cœur s'emballe pour rien, les épaules restent tendues comme si quelque chose pouvait encore arriver. Le corps garde la mémoire des changements d'atmosphère, des silences, des regards, et cette vigilance permanente n'est pas un dysfonctionnement. C'est la trace d'un système nerveux qui a appris à détecter le danger pour maintenir la survie. Comprendre cela permet déjà d'arrêter de se juger, de reconnaître que le corps a fait exactement ce qu'il fallait pour se protéger. Après la rupture, la nuit prend parfois le relais sous forme de cauchemars. Des scènes, des sensations, une peur familière qui revient alors même que l'on pensait avoir tourné la page. Ces cauchemars ne sont ni une faiblesse ni une rechute. Ils sont souvent le signe que le corps continue de trier, de digérer, de libérer ce qui n'a pas pu l'être sur le moment.
Ils peuvent durer longtemps, parfois des années. Puis ils s'estompent, deviennent moins fréquents, moins intenses, jusqu'au jour où l'on réalise qu'ils ont disparu. Non pas parce qu'on a oublié, mais parce que quelque chose en nous a enfin compris que le danger est passé. La reconstruction ne commence pas le jour où tout va mieux. Elle commence le jour où l'on cesse de se demander ce qui ne va pas chez nous, pour commencer à reconnaître ce qui nous est arrivé. Elle commence lorsque la honte se fissure, lorsque la parole devient possible, même timidement, même auprès d'une seule personne, dans un cadre juste. Aujourd'hui, les choses évoluent, les lois changent, les mécanismes sont mieux compris, les paroles sont davantage entendues, et même si tout n'est pas encore fait, il est moins dangereux de parler qu'avant. Alerter, demander de l'aide, ce n'est pas exagérer, ce n'est pas trahir, et ce n'est pas avoir honte. C'est se choisir. C'est refuser que le silence continue de protéger la violence. C'est refuser que le silence continue de protéger la violence. Se reconstruire n'est pas un événement. C'est un processus lent, parfois invisible, souvent non linéaire, fait d'aller-retour, de prise de conscience, de réajustement et surtout d'une reconnexion progressive à soi. Ce n'est pas effacer le passé, mais c'est reprendre sa place, peu à peu, avec plus de conscience, plus de respect pour soi et cette certitude nouvelle que ce que l'on a vécu ne nous définit pas. Peut-être que ces mots te parlent clairement, peut-être qu'ils te dérangent aussi, et peut-être même qu'ils réveillent quelque chose que tu n'avais jamais osé regarder en face. Quelle que soit ta réaction, sache qu'elle est juste. Si tu arrives au bout de cet épisode, peut-être que quelque chose en toi s'est déplacé, même subtilement, même sans que tu puisses encore mettre des mots dessus, et c'est déjà suffisant. Il n'y a rien à comprendre parfaitement, rien à décider aujourd'hui, et surtout, rien à forcer. Ce temps que tu t'es accordé, cette écoute, cette présence à toi-même font déjà partie du chemin. Ce qui a été traversé ici n'avait pas pour but de te maintenir dans le passé, mais de reconnaître ce qui a existé, ce qui a marqué, et ce qui continue parfois de se rejouer, même quand tout semble terminé. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai un autre espace, autour de la manière dont on réapprend à poser des limites sans se justifier, ou autour de cette question délicate et profonde, peut-on aimer encore après ? Quand le cœur avance avec prudence, quand la confiance revient lentement et à son rythme. Rien n'est encore décidé ni même programmé. Seulement l'envie de continuer à parler vrai quand ça sera juste. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir accueilli ce qui a émergé. Prends soin de toi avec douceur et bienveillance. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne trop fort en toi, si tu vis encore des violences, quelles qu'elles soient, sache ceci, tu n'es pas seul. Il existe des personnes formées, bienveillantes, prêtes à t'écouter et à t'aider, même si tu ne sais pas encore quoi dire, même si tu doutes et même si tu as peur. En France, le 3919 est un numéro gratuit et confidentiel, accessible 24 heures sur 24. Tu peux appeler, discuter par chat ou simplement te renseigner. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un premier pas vers toi. Et si tu n'es pas prête ou prêt aujourd'hui, garde au moins cette information quelque part. Le moment viendra, et il vient toujours. Merci aussi pour ton écoute, pour ta fidélité et ta présence. N'hésite pas à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok sous le nom de la magie des énergies de Célie, mais aussi sur ta plateforme d'écoute préférée.
Tous les épisodes et podcasts sont écrits et réalisés par moi-même. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.